Nikos Aliagas. L'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Nikos. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Député La France Insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alors on attend le nom du nouveau ministre de l'écologie en remplacement de Nicolas Hulot. A priori ce ne sera pas vous. Ça vous intéresse de connaître son nom ou de toute façon vous serez contre ? Ah, moi je le connais son nom. Ah bon ? C'est Monsieur Caution ou Madame Paillasson. Je suis méchant, je suis presque limite insolent. Mais franchement, après avoir... on a vu l'échec de Nicolas Hulot. Moi j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais c'est un homme de conviction qui a essayé. Nous, dès le départ, on a considéré que c'était un pari insensé, qui ne marcherait pas. Mais on peut pas lui reprocher que ce soit quelqu'un, comment dirais-je, qui ne soit pas le meilleur entre guillemets, pour essayer de faire au sein de ce gouvernement, qui n'est pas un gouvernement écologiste, de faire bouger les choses. Ce sera forcément moins bien. Ce que vous donc celui ou celle qui sera là-dedans, nécessairement, ne fera pas mieux. C'est ça. Donc je l'ai dit de manière un peu crue, mais franchement, ce sera une caution pour faire croire, et je crois que c'est une équation insoluble. Nicolas Hulot met Emmanuel Macron et le gouvernement dans une situation compliquée. Juste avant, c'était la croissance moins forte que prévu. Ça ne vous énerve pas finalement de n'être pour rien dans la mauvaise passe qu'Emmanuel Macron connaît ? Non, c'est Emmanuel Macron qui est responsable des problèmes d'Emmanuel Macron, oui. Et nous ne sommes pas ceux qui participent aux problèmes du pays. Au contraire, on aimerait les régler. Le problème, c'est que nous avons posé des diagnostics. Nous sommes en quelque sorte avec d'autres, pas seulement nous, des lanceurs d'alerte. Nous disons attention, la même politique que ce qui a été mené précédemment aura les mêmes effets. Emmanuel Macron disait qu'il était lanceur d'alerte, mais ça n'a servi à pas grand-chose. Il est surtout fauteur de désordre. Voilà. Donc le chômage, hélas, nous n'arrivons pas à le régler. Les inégalités se creusent. D'un point de vue écologique, il ne se passe rien. C'est la 5e République la plus boursouflée sur le plan de la monarchie présidentielle. Rien ne change. On parle des frais bancaires ce matin. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, veut un plafonnement à 200 € par an, soit 20 € par mois. Il a obtenu un accord avec le secteur bancaire. C'est une bonne nouvelle pour les Français qui connaissent des fins de mois difficiles. Vous saluez cette mesure, non ? Je ne vais pas m'y opposer, bien sûr, ça évitera que les plus modestes se fassent prendre dans la gorge. Mais le problème des frais bancaires n'est pas réglé, c'est un problème plus important. Mais ça va dans le bon sens. Plutôt, mais c'est vraiment, comment dirais-je, peu de choses par rapport après à des cadeaux qui ont été faits pour les plus riches, y compris pour le lobby bancaire. Mais bon, je ne vais pas désapprouver le fait que les établissements bancaires ne puissent pas presser complètement le citron des pauvres gens. Réunion cruciale à l'Elysée en fin de matinée entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sur le prélèvement à la source au 1er janvier. C'est oui ou c'est non. La France Insoumise est contre avec un argument. Les employeurs connaîtraient tout du patrimoine et des revenus de la famille de l'employé. Mais c'est faux, l'employé peut demander à l'administration fiscale une confidentialité absolue. Oui, non, mais c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, le prélèvement. Notre système fiscal, on a un prélèvement de l'impôt qui est large, à près de 94% en France. On n'a pas de problème particulier. C'est le monopole de l'État. Pour quelle raison qu'on fait ça aux entreprises ? Alors, ça va énormément pour des artisans, des commerçants, compliquer les choses. Et je répète, malgré tout, que la potentialité que l'employeur connaisse votre situation fiscale, le fait que votre compagnon, votre compagne ait perçu tel ou tel héritage, ou que vous-même vous ayez tel bien. Mais on peut avoir une confidentialité. Oui, mais je veux dire, c'est très compliqué, vous voyez bien. Pour que ce soit possible, il faut qu'on en fasse la demande, ça demanderait très compliqué. Mais savoir exactement ce qu'on gagne et donc ce qu'on peut dépenser, ce n'est pas une mesure plus transparente et plus juste pour le salarié ? Actuellement, on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on peut dépenser. Non, franchement, ne faisons pas croire. Aujourd'hui, le système, il est relativement clair. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Les Français sont pour cette réforme à 60%. Non, mais ça, c'est du baratin. Non, moi, je ne crois pas. C'est du baratin ? Mais parce que ça ne veut rien dire. Les Français, ils payent leur impôt tranquillement. Ils sont pour à 60%. Oui, s'ils étaient en pour, Emmanuel Macron irait. Le problème, je vais vous dire, ne faisons pas porter le dos à l'administration de Bercy. Les problèmes qu'il y a est un problème politique, parce que ça aura pour effet, notamment au mois de janvier et au mois de février, le fait qu'il y aura sur les fiches de paye un effet désastreux. Et ça, les Français vont mal le vivre, parce qu'ils auront bien vu qu'en plus, il y aura une baisse générale du pouvoir d'achat, les prix augmentent. Mais s'ils sont pour une réforme, pourquoi vous y opposez ? Mais moi, je suis pas d'accord avec l'idée, une fois de plus, que ce soit votre employeur qui soit au courant de votre situation fiscale telle que je l'ai dit. Je suis pour que ça reste un monopole de l'État. Eh bien voilà. Mais on voit bien que si c'était si simple, le gouvernement le ferait. Et il y a beaucoup de complications. Aujourd'hui, c'est votre foyer fiscal qui est aussi la source du prélèvement de l'impôt. Là, ça individualise les choses. C'est très compliqué. Question à l'ancien prof d'histoire que vous êtes. Hier a eu lieu la rentrée des classes. Jean-Michel Blanquer veut évaluer les profs et pas seulement les élèves. Évaluer les profs, c'est leur permettre d'évoluer, de progresser, non ? Là, ça s'appelle enfoncer une porte ouverte à une vitesse. Je suis prof depuis 1995. Il y a des évaluations. On a régulièrement des visites d'inspecteurs en classe. Et par contre, il y a peut-être un problème qu'on n'en a pas assez. Moi, en 22 ans, j'ai été inspecté 2 fois. Et des fois, parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs qui viennent en classe. Et tout ça, c'est une bonne chose d'évaluer les enseignants. Non, mais ceux qui instruisent nos enfants, après tout, mais c'est déjà le cas. Il faut arrêter de faire croire qu'il a inventé l'eau chaude. Quasiment, il va nous expliquer qu'il a inventé l'école, Jean-Michel Blanquer. Non, mais bon, ça, c'est une grande banalité. Par contre, ce qu'il veut faire, c'est publier
un système d'évaluation, ou du moins créer les conditions qu'il y ait une évaluation permanente, un grand tableau de comparaison entre les établissements scolaires. Et ça, c'est une logique de fou, qui évidemment fera les beaux jours d'une presse qui d'ores et déjà le fait, et qui amènera une explosion du service public. Évaluer les établissements, c'est pas une bonne chose, au-delà des quels sont les pourcentages de critères? réussite. Moi, j'habite la Seine-Saint-Denis. Vous avez 40% des gens qui sont en situation difficile, un chômage de masse, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les résultats scolaires en Seine-Saint-Denis sont peut-être moins bons que dans d'autres quartiers où les gens sont plus favorisés. Qu'est-ce que ça va prouver une fois que j'aurai dit ça? Qu'est-ce que ça va prouver? Vous voyez ce que je veux dire? Et de quelle manière il y a une reconquête du service public pour faire en sorte que des gens qui mettent leurs gamins dans le privé parce qu'ils sont inquiets sur la qualité du service public, et je les comprends, comment ils reviennent vers le service public? Comment on met des moyens? Ce problème d'évaluation risque de créer un système de concurrence absurde, et c'est pas ça, pas comme ça qu'on relève. Je vais prendre une comparaison. Pardon, je veux terminer. Si vous demandez à un cuistot de faire un plat, mais que vous ne lui donnez pas tous les ingrédients pour le réaliser, à la fin vous pourriez dire ton plat ou ton gâteau il est raté, sauf que vous ne lui avez pas donné tous les instruments. Si on évalue des enseignants sans leur avoir donné les moyens de bien faire les choses, on verra rien de très intéressant. Jean-Luc Mélenchon enjoint les Français à donner une raclée démocratique à Emmanuel Macron aux européennes. C'est pas plus important pour vous de mettre une raclée aux populistes d'extrême droite? Les populistes d'extrême droite se nourrissent aussi de la politique d'Emmanuel Macron. Vous voyez, il y a un couple. Il y a deux camps, dit Orban voilà. et Salvini. Voilà, il y a deux camps. Macron qui est à la tête des forces politiques soutenant l'immigration, et eux qui veulent arrêter l'immigration. Donc j'imagine que vous êtes dans le camp de Macron. Non mais voilà, c'est le duo est prévalé, c'est serviette-éponge. Vous savez, là, les deux duellistes. Alors vous avez d'un côté l'extrême droite repoussante et de l'autre côté les libéraux type Macron, et on vous dit choisis ton camp, camarade. Sauf que moi je pense qu'il y a autre chose qui peut exister, ceux des humanistes, des écologistes, notamment nous en sommes un des visages en France, et on ne veut pas tomber dans ce piège. Voilà ce que j'ai à vous dire, c'est notamment l'enjeu des élections européennes qui viennent. C'est comment vous les aujourd'hui... mettez dans le même sac, c'est pas exagéré, dangereux de les mettre dans le même sac? Je n'ai pas dit que c'était dans le même sac, je dis c'est le diable de confort d'Emmanuel Macron, le fait de dire c'est Emmanuel Macron ou Salvini. Sauf que c'est pas vrai, la vie politique c'est pas binaire, c'est pas blanc et noir. Faut apprendre à monsieur Macron que la palette des couleurs est plus large que ces deux couleurs. Et je pense que les Français savent bien qu'il n'y a pas que Marine Le Pen ou que des fiefs réactionnaires, des racistes qui sont des opposants à Emmanuel Macron. Il y a aussi des gens comme nous. La question que je ne devrais peut-être pas vous poser, c'est off, entre nous. Plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014, c'est 10% de la population. À partir de quel pourcentage Jean-Luc Mélenchon prendra ses distances avec Nicolas Maduro? Mais écoutez, vous êtes incroyable. La crise qui frappe l'Amérique latine. C'est Audrey, une réalité. Parlez-moi de l'Argentine. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Argentine? Mais je vous parle du Venezuela. D'accord. Non, mais qui est une situation de crise économique aujourd'hui au Venezuela, due notamment à la crise du prix du baril du pétrole, due à la présidence de Maduro, à des mauvais choix. Mais non, mais il y a eu des élections dernièrement. Je dis pas que il y a une situation de tension. Et je souhaite vraiment que ça s'appelle. Et par ailleurs, notre modèle, c'est pas le Venezuela de Nicolas Maduro, mais nous avons expliqué. Pour autant. Mais il y a des choses qu'on a pu critiquer, mais là, je voudrais terminer sur une chose. Le Venezuela d'Hugo Chavez a investi notamment les profits du pétrole dans l'éducation, la santé, contrairement à d'autres pays, je pense à ceux du Qatar, avec lesquels nous commerçons. Est-ce que vous avez ici un ministre du gouvernement qui vend des armes au Qatar ou à l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous lui posez le même genre de questions? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je continue à préférer Hugo Chavez. Aujourd'hui, le gouvernement au Venezuela est en crise, qui a malgré tout mis le paquet sur l'éducation, la santé, alors qu'auparavant, il y avait des politiques de régression qui étaient menées. Bon voilà, donc mon modèle n'est pas le Venezuela. Il y a une crise actuelle, je souhaite que ça se règle sans passer par la violence, mais l'Amérique latine est frappée par beaucoup de problèmes qui ne sont pas seulement ceux que rencontre le Venezuela. Merci Alexis Corbière.